du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine Bey derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale chapeautée par nos chroniqueurs Hind Benranem, Hatem Houssini et Karim Mbarek avec en guise d'invité exceptionnel Monsieur Noureddin Wadah, le ministre de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica juste après ceci. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chaîne 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Il y a quelques années à peine, le mot start-up dans notre pays était un mot abscon, obscur, à la limite de l'exotisme, murmuré timidement dans quelques cercles connectés et discrets. Aujourd'hui, il est sur toutes les lèvres, politiques, économiques ou médiatiques, signe qu'une révolution silencieuse est en train de doucement prendre racine dans notre société. Jugeons plutôt, entre 2021 et 2023, le nombre de start-up a augmenté de plus de 200%, embrassant des secteurs aussi variés que la santé, l'agriculture ou l'éducation. Mais derrière ces statistiques se cache aussi une réalité plus nuancée, plus complexe, où de jeunes entreprises, souvent fragiles, naviguent dans un environnement où les défis sont nombreux et les mentalités parfois difficiles à changer. La révolution des start-up en Algérie, on va s'intéresser aux perspectives en compagnie d'un invité exceptionnel, en l'occurrence M. Noureddin Wadah, le ministre de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Marhaba bik dans l'émission. Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Il me semble que c'est votre toute première émission de radio. Merci beaucoup de donner la primeur à Médiatique. C'est mon premier plateau et puis cette émission que je considère étant l'un des facteurs d'évolution des technologies de la communication. Ces technologies aujourd'hui qui sont d'un côté déjà un facteur de développement technologique mais aussi un facteur de développement économique. Et donc on compte réellement utiliser ces technologies pour être vraiment un moteur de l'économie nationale. Eh bien, vous nous faites beaucoup d'honneur, merci beaucoup. À vos côtés, pour vous bombarder de questions, mes trois fidèles chroniqueurs, grâce à qui cette émission a été rendue possible. En l'occurrence, Madame Hind Benranem, chef d'entreprise, fraîchement start-upeuse d'ailleurs, et présidente du CITEM. Elle est accompagnée de Monsieur Hatem Houssini, titulaire d'un magistère en cybernétique, enseignant et spécialiste en e-gov. Et enfin, et non des moindres, vous le connaissez, Karim Mbarek, c'est l'éminence grise derrière l'Algéria 2.0. Allez, on attaque l'émission. Monsieur le ministre, il y a quelques jours, lors de l'African Startup Conference, vous avez déclaré, je cite, « L'IA est à présent une obligation stratégique que nous devons adopter pour pouvoir mettre le continent africain sur les rails de la nouvelle carte économique mondiale. » On s'y prendrait comment concrètement, monsieur le ministre? Alors justement, la conférence africaine des startups est l'un des outils qui permet aujourd'hui à l'Afrique de prendre son destin entre les mains et de décider comment l'avenir est fait. Et donc, cette troisième édition de cette année qu'on a organisée encore une fois en Algérie, et avec une participation encore record par rapport aux deux premières éditions. Alors, c'est 25 000 participants, 500 exposants et 45 délégations officielles. Exactement. Donc, cette troisième édition qui a encore une fois marqué le fait que l'Algérie est en train d'avoir un leadership dans ce domaine en Afrique, sur le continent en moins, a été sous le thème de l'intelligence artificielle comme moyen de réimaginer l'Afrique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est plus un choix. C'est une technologie, c'est des outils, c'est une nouvelle manière de réfléchir même, c'est une nouvelle manière de travailler et qui est en train d'envahir la planète. Maintenant, le continent africain ne peut pas rester à l'écart. C'est-à-dire que ce n'est plus un gadget, c'est un impératif de survie. Il faut s'adapter. C'est un impératif de survie et aujourd'hui, c'est un outil que vous devez maîtriser pour vous en servir ou bien d'autres vont s'en servir pour vous nuire. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a intérêt à être avant-gardiste et de faire de cet outil un outil de production économique, un outil d'amélioration du quotidien, un outil de développement, un outil de d'épanouissement de notre jeunesse. Jeunesse africaine qui est dans une logique avec beaucoup d'appétit pour la technologie, mais dans un sens
plus de consommation. Aujourd'hui, on voudrait que notre jeunesse utilise la technologie dans un sens de production de valeur et de rajout de valeur. Monsieur le ministre, restant toujours dans ce contexte africain et régional, comment vous voyez les mécanismes qu'on devrait mettre en place pour justement encourager cette collaboration entre les start-upers, entre les incubateurs de chaque pays, de chaque force en termes de technologie, etc. Et quelle est votre vision dans ce sens pour réussir justement ce que vous venez de dire? Alors, si on revient à l'intelligence artificielle, j'allais dire, on a 2 points très importants qu'il faudrait qu'on mette le paquet dessus. Le premier, c'est que la matière première de l'IA, c'est la data. Et donc, nous devons continuer, même accélérer notre effort de digitalisation. En Algérie, mais dans les autres pays africains. Et d'ailleurs, l'Algérie aujourd'hui, elle conduit des initiatives africaines de digitalisation. Je peux citer l'exemple de la fibre optique africaine qui est menée et financée par le gouvernement algérien. C'est une autre preuve que l'Algérie aussi a un effort continental de développement du continent. Maintenant, la digitalisation va permettre d'avoir plus de data et donc avoir un terrain plus fertile à développer l'IA, à utiliser l'IA, à avoir des startups champions du monde ou champions africains dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, le deuxième point, c'est de faire confiance à ces compétences-là. Donc, 1, leur préparer le terrain. 2, leur faire confiance, leur donner, leur soumettre des bases de données et attendre d'eux des solutions aux problèmes quotidiens du citoyen, mais aussi des entreprises. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont digitalisées depuis des décennies. Ils ont des datasets énormes, bien structurés. Maintenant, ce qui est attendu, c'est qu'on puisse faire confiance à nos startups si on veut qu'ils deviennent des champions. Les champions technologiques, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie, ils sont aujourd'hui dominants de l'économie mondiale parce que leur gouvernement, à un moment donné, leur ont fait confiance entièrement. Et sans l'apport de leur gouvernement, on n'aurait eu jamais les GAFA et les entreprises chinoises aujourd'hui qui dominent le monde. Et donc la recette, elle est connue. Il faudrait à un moment donné qu'on fasse confiance à ces entreprises petites, naissantes, vraies, mais qui demain peuvent être au moins des géants africains. Mais on passerait par quel dispositif pour changer ce mindset? Parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans votre compagnie. Les structures de l'entrepreneuriat en Algérie, c'est généralement, je parle du privé, c'est généralement des entreprises familiales. Les changements se font très très lentement. Donc comment est-ce qu'on pourrait inciter ces chefs d'entreprise à faire davantage confiance aux startups, à ne pas aller vers la solution de facilité, c'est-à-dire importer une solution? En fait, aujourd'hui, il y a 2 mécanismes. Il faudrait maintenant qu'on fasse un travail de communication, de vulgarisation pour que ce soit utilisé de manière massive. Le premier, c'est accéder au code des marchés publics. D'accord. Donc aujourd'hui, les entreprises publiques peuvent, en toute légalité, contracter directement avec une start-up. Article 41 du code des marchés publics, qui est apparu en juillet 2023. Et donc, on a besoin de faire de la communication, de la sensibilisation pour que ce mécanisme soit utilisé massivement. Je vais aller plus loin. On peut utiliser ce mécanisme comme un KPI de performance des entreprises publiques. Vous avez contracté combien de contrats avec une start-up pendant l'année? Parce que partout dans le monde, travailler avec une start-up, c'est un signe d'ouverture, mais c'est un signe de développement technologique de l'entreprise. Et donc, ça prendrait quelle formule? Ce serait un incitatif financier, des déductions d'impôts? Ça prendrait quelle forme, en fait ça, vous avez anticipé mon deuxième... Donc, la première intervention, c'est qu'aujourd'hui, on a un couloir vert de contrats entre une start-up et une entreprise publique. Et entre l'administration publique, c'est en cours. Ça va venir dans les prochaines semaines. Donc, en fait, je voudrais souligner un point très important. Aujourd'hui, l'exercice à faire de n'importe quelle entreprise économique publique, c'est juste adapter son code interne de passation de marché au code des marchés publics. Donc c'est aussi simple que ça. C'est juste une procédure et dans la majorité des entreprises publiques l'ont fait. Et je ne citerai pas les entreprises, mais il y a plusieurs entreprises publiques qui aujourd'hui travaillent avec des dizaines de startups à régler leurs problèmes technologiques quotidiens. Le deuxième volet qui se dirige plus vers le secteur privé, c'est que le privé, il faudra l'inciter fiscalement, financièrement. Les gens, ils sont dans les hommes d'affaires privés qui sont dans une logique de win-win. Moi, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui en travaillant avec une start-up? Et la réponse est très simple. Le cadre légal qui est apparu dans la loi de finances 2023, sous le nom de l'Open Innovation et le financement de l'argent de développement, est un cadre très incitatif. Dans le sens où une entreprise privée, quand elle sous-traite une partie de recherche-développement auprès d'une institution de recherche, université, centre de recherche ou laboratoire, ou bien quand elle sous-traite une partie de ses problèmes technologiques avec une start-up ou un incubateur, eh ben, elle peut déclarer ça comme des dépenses engagées dans le cadre de l'Open Innovation ou de la recherche et développement et qui sont déduits de l'assiette imposable l'année prochaine.
Et donc, il y a une incitation très forte. Maintenant, encore une fois, le travail que nous avons aujourd'hui, c'est de sensibiliser, c'est de faire connaître ces mécanismes. Et puis, un autre point très important, c'est de montrer des success stories, montrer des réussites, montrer une start-up. L'exemple, voilà. Montrer l'exemple. On a des dizaines de start-up qui font des merveilles avec des entreprises économiques publiques. Et on a l'obligation de les mettre en avant et de les montrer à chaque occasion. Et j'ai profité de l'occasion de la foire de la production algérienne pour mettre en avant quelques start-up qui travaillent avec la Sonatrach. Des start-up qui travaillent avec des sociétés d'assurance. Donc c'était l'occasion pour notre département de montrer des start-up qui ont... Regardez, c'est possible, c'est faisable. Exactement. L'autre côté, c'est de sensibiliser, c'est de faire un travail de porte-à-porte, c'est d'être très proche des opérateurs économiques et de leur faire sentir qu'ils sont un élément indispensable de l'écosystème. L'écosystème startup, ce n'est pas les startups eux seuls. C'est l'université, c'est les mécanismes de financement, c'est le gouvernement, mais aussi c'est le corporate. C'est le corporate qui est en même temps le marché, qui est en même temps le pourvoyeur de fonds, qui est en même temps le réservoir de problèmes qui sont des opportunités pour des startups. Donc, il faudrait aujourd'hui que les opérateurs économiques publics et privés soient conscients qu'ils sont un pilier de l'écosystème d'innovation en Algérie. Hind Benranem avait une question. Alors, Monsieur le Ministre, je suis convaincu de votre soutien au mouvement start-up, tant sur le plan de l'innovation que sur le plan de la transformation digitale au niveau continental. Donc, on parle de, moi, je reviens à la dimension Afrique et notamment les retombées suite à l'événement African Startup Conference. Donc, d'ailleurs, vous venez de parler des success stories. Donc, nous, on veut vraiment et réellement voir des licornes, notamment au niveau donc du continent africain. Est-ce qu'il y a eu des concrétisation de réelle collaboration entre l'Algérie et l'Afrique dans le secteur? Alors, écoutez, l'African Startup Conference, initialement, elle a démarré avec une initiative politique, où il fallait un peu conjuguer les efforts, travailler ensemble. Ça a démarré en 2022. Très rapidement, l'événement est devenu plus un événement technologique, sans perdre l'aspect politique. Pourquoi je dis ça? Parce que la première édition a vu l'adoption de la déclaration d'Alger, qui est le outcome, le livrable du sommet ministériel au niveau de l'Union africaine. Et donc là, l'aspect officiel, il est ancré au niveau de l'Union africaine. En même temps, en fait, quand on parle de start-up, on parle de technologie. Et donc l'événement est en train de grandir de manière exponentielle parce que la composante technologique est en train de grandir. Dans cette composante technologique, vous avez quoi? Vous avez des grands groupes technologiques, vous avez des start-up africaines, vous avez des investisseurs africains de toute la planète, pas uniquement du continent, qui viennent et qui font qu'aujourd'hui, on est à des dizaines de milliers de participants. Maintenant, cette composante technologique, elle fait que nos startups aujourd'hui rencontrent des VC, rencontrent des groupes technologiques, rencontrent d'autres startups africaines, et il y a des relations techniques, technologiques qui se nouent automatiquement. Vous connaissez très bien ce qui se passe dans les événements technologiques. Aujourd'hui, on le dit sans vraiment hésitation, African Startup Conference est le plus grand événement technologique de la planète. Et c'est en train de devenir l'événement technologique de la région, et tout en gardant toujours la main sur un sommet ministériel qui livre des outcomes réels de politique africaine. Je donne l'exemple peut-être de la 3e édition, où nous avons abordé au sein du sommet ministériel 2 points très importants. Le premier, c'est que entre une édition et une autre de la conférence africaine, il y a le secrétariat permanent, qui est l'organe officiel d'exécution de la feuille de route et de suivi. Cette année, nous avons adopté un programme d'action jusqu'en 2063 pour être en concordance 2063. Pour être en concordance avec le plan de développement de l'Afrique adopté par l'Union africaine. Oui. Et donc là, on est en parfaite symbiose avec l'Union africaine sur le plan politique. En même temps, il y a un deuxième aspect très important qui est la stratégie africaine de l'IA qui a été lancée par l'Union africaine au mois d'avril. La stratégie, c'est les grands traits. Maintenant, nous, dans notre sommet ministériel, nous avons mis le focus sur des aspects pratico-pratiques. Et ça concerne directement les startups, les boîtes technologiques, les gouvernements. Et donc nous avons adopté au sein du sommet ministériel un genre de feuille de route, au moins qui concerne l'innovation et les startups, pour qu'on puisse avoir des actions concrètes avec les gouvernements, dans le sens où les startups africaines peuvent s'épanouir dans l'intelligence artificielle au sein du continent africain et même pouvoir donner du service ou mettre des produits technologiques sur la planète. Oui. Donc, petite prévision sur une licorne algérienne, ça serait pour quand? On en a quelques-unes, mais ce sont des startups algériennes qui s'épanouissent un peu à l'étranger. À quand des startups locales? Et puis surtout, quand on parle, Monsieur le Ministre, donc de technologie, mais aussi de plans donc politiques, moi je reviens sur l'économie, parce qu'on encourage cette dépendance aux hydrocarbures, et donc on parle d'exportation de services, notamment dans le numérique. En fait, écoutez, c'est très difficile de prédire
l'éclosion d'une licorne. Et j'appelle ça l'éclosion parce que c'est vraiment une éclosion C'est qui se fait de l'éclosion manière du presque génie. instantanée. Mais maintenant, nous avons dans le pipe une dizaine de startups qui commencent réellement à intéresser des investisseurs étrangers. Et c'est l'un des indicateurs d'une licorne. C'est quand on a des fonds étrangers qui commencent à s'intéresser à une licorne. Il faudrait qu'on soit réaliste. Une licorne aujourd'hui, il lui faut des fonds en dizaines, voire en centaines de millions de dollars. Et donc, Il l'intérêt... faudrait plus de business angel, plus d'incitatifs, encore une fois, on y revient, pour les chefs d'entreprise. En fait, regardez, il y a deux volets. Il y a les business angels et les venture capital qu'on peut ensemble travailler en local pour qu'ils puissent avoir une émergence d'une certaine classe de start-up de rang mondial. Mais pour une licorne, il faut des VC internationaux. D'accord. Tout à fait. Et donc, African Startup Conference, d'un côté. De l'autre côté, je pense que vous avez noté que nos startups sont présents au plus grand événement technologique de tous les continents. On envoie des startups à MWC à Barcelone, au Qatar Web Summit. L'année prochaine, on pourra envoyer des startups au CES Las Vegas. Et c'est un peu ça l'objectif. C'est qu'à un moment donné, on fait du travail, on va dire, local, avec des business angels, avec des VC locaux, pour qu'on puisse avoir une masse critique de startups. Mais après, les champions sont sélectionnés minutieusement et envoyés soit pendant l'African Startup Conference pour qu'ils soient en avant, c'est ce qu'on a fait cette année. Tout à fait. L'icône algérienne était en main stage. En même temps, les meilleures startups vont faire embellir l'image de l'écosystème algérien en participant aux plus grands événements technologiques dans le monde. Et l'objectif, c'est de maximiser la chance d'avoir des futures licornes. Donc c'est un peu ça le travail. Regardez vers fait. l'Algérie, il y a des choses qui s'y passent. Qui s'y Voilà. passent. Exactement. Et l'éclosion de la première licorne en Algérie a aidé beaucoup l'écosystème parce qu'aujourd'hui, les VC regardent l'Algérie avec un autre œil, en ayant déjà une licorne qui est sortie. Maintenant, le travail est continu, mais encore une fois, le travail est fait sur le terrain, en local et à l'international, mais c'est très difficile de prédire à quel moment une startup devient une licorne, parce qu'en fait, il y a tellement de concurrence à l'international et la technologie évolue tellement vite. Avoir ce statut de licorne, c'est quelque chose qui peut se passer en quelques jours, voire quelques semaines, très rapidement, mais en fait, nous mettons tous les moyens, en local et à l'international, en impliquant même notre communauté à l'étranger, pour qu'on ait plus de licornes dans l'écosystème algérien, et même dans l'écosystème africain. Karim Bark. Monsieur le ministre, c'est juste personnellement, je pense, je réfléchis. Quelle est la chose la plus difficile pour faire du marketing? Est-ce que le faire marketing du pays, du monde de start-up, à l'échelle mondiale ou à l'échelle africaine? Parce que j'ai rencontré notamment à AGN Startup Conference et d'autres événements, beaucoup d'entreprises et de start-up. Et je ne sais pas si c'est un sentiment personnel ou il m'a semblé que c'était beaucoup plus facile de s'entendre avec les pays africains. Disons que les choses allaient vite et simplement parce qu'on réfléchit la même chose, notre but est le même et notre cause est la même. Que d'aller voir quelqu'un des États-Unis ou d'un autre pays. Je ne sais pas si c'est une question, peut-être que c'est une fausse idée ou... Alors, on a besoin des deux. Alors, on collabore avec les pays africains parce que nous avons les mêmes contextes, les mêmes challenges. Et collaborant avec les pays africains, ça permet d'avoir une masse critique de start-up qui naissent et qui commencent à émerger. Maintenant, l'écosystème international est indispensable si on veut avoir des licornes. Est indispensable. Et l'un n'empêche pas l'autre. En fait, African Startup Conference, d'un côté, elle essaie de rassembler les acteurs clés de l'écosystème africain pour qu'ensemble, on aille plus vite. En même temps, si vous avez remarqué, dans African Startup Conference, qui est un événement africain mais qui devient international. Et je vais revenir pour cette troisième édition qui est plus internationale qu'africaine. Parce que l'Afrique déjà intéresse le reste du monde. C'est exactement ça. En fait, l'Afrique, c'est l'un des plus grands marchés aujourd'hui, surtout en termes de main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, le travail qui est fait sur le terrain est que on collabore avec les pays africains pour aller plus vite, à avoir une masse critique en termes de nombre. Et puis, en même temps, pendant l'African Startup Conference, sur le plan politique, c'est les pays africains. Sur le plan technologique, on invite toutes les puissances mondiales. Cette année, les 2/3 du programme de African Startup Conference a été animé soit par des multinationales technologiques mondiales, et sans citer les noms, soit par des institutions internationales type WIPO pour la propriété intellectuelle, ONUDI pour le développement technologique, BIT pour le travail, UNDP pour le développement. Donc en fait, l'African Startup Conference aujourd'hui, avec son nom africain, est en train de devenir un événement global, mondial. Et cette dimension globale est très importante pour l'Afrique et pour l'Algérie, parce qu'on ne peut pas dissocier le fait de construire des capacités internes pour avoir une masse critique et faire sortir des champions à des écosystèmes internationaux pour faire sortir des licornes. Ces licornes-là qui vont être un peu l'exemple pour que la masse critique soit un peu plus de qualité. D'accord. Hatem.
Justement, je reste toujours sur cette question avec l'Afrique. C'est-à-dire nos startups, est-ce qu'on doit leur assurer un certain nombre de mécanismes pour se connecter sur les marchés africains? C'est-à-dire, la question, elle est d'attaquer des marchés africains. Je parle aussi pas de la start-up toute seule, hein, dans l'écosystème que vous venez de dire qu'il est assez complet et complexe. L'incubation. Est-ce que nos incubateurs doivent se mettre en jumelage avec d'autres incubateurs, des échanges entre incubateurs? Alors ça commence déjà, mais c'est assez timide. Et est-ce qu'il y a une vision dans ce sens ou voilà? En fait, écoutez, quand je dis African Startup Conference, elle rassemble les acteurs clés des écosystèmes africains. On parle de start-up, d'investisseurs, d'incubateurs, d'experts technologiques et d'institutions officielles. Donc, en fait, la conférence a, on va dire, l'objectif de faire rencontrer tout le monde pour avoir le maximum de synergie entre tous les opérateurs. Je vous donne un exemple. La première et la deuxième édition, nous avons signé des conventions de collaboration avec AfriLabs, qui est le plus grand rassemblement d'incubateurs sur le continent africain. Et Aventure aujourd'hui, et Algérie Venture, qui est le parrain de tous les incubateurs algériens, est directement en connexion avec AfriLabs. AfriLabs, plus de 400 incubateurs et accélérateurs sur le continent africain. Je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui, les incubateurs aussi doivent jouer un rôle, mais pas uniquement local, même à l'international. Et dès que vous avez dû probablement constater dans la deuxième et la troisième édition qu'il y a certains side events, des challenges, des concours de start-up, a été organisés par les incubateurs algériens en association avec les incubateurs étrangers, africains. Une bonne chose, ça. Mais encore une fois, moi je crois que les incubateurs aujourd'hui aussi doivent, de manière très proactive, avoir un rôle plus important dans l'écosystème, en Algérie et à l'international. Vous allez voir qu'il y a quelques exemples d'incubateurs très dynamiques qui font des compétitions africaines. L'objectif, l'avait fait il y a quelques années, voilà. L'objectif, c'est que pratiquement tous nos incubateurs aient cette attitude-là. Un autre volet très important, c'est que nous, on voudrait probablement même que nos incubateurs s'intéressent aux étudiants africains qui sont en Algérie. On ramène des étudiants, donc on ramène la matière grise, on les forme en Algérie techniquement. Il faudrait aussi qu'on profite et qu'on les forme sur le plan entrepreneurial. Parce que l'objectif derrière, encore une fois, c'est que notre pays joue un rôle de catalyseur de développement continental. Et donc ces étudiants à qui on accorde des bourses de formation universitaire, ils seraient aussi intéressants, et on travaille avec l'Agence internationale de coopération, l'agence algérienne, pour que ces étudiants aussi, on leur inculque l'esprit entrepreneurial et qu'ils puissent, en retournant à leur pays, lancer des startups, des entreprises, des micro-entreprises et être un acteur du développement local en Afrique. Et donc, je suis entièrement d'accord que l'incubateur aussi, c'est l'une des pièces maîtresses qui doit jouer son rôle en Algérie, mais à l'international. Alors, Monsieur le Ministre, vous savez, nous qui sommes acteurs aussi dans ce domaine très innovateur, nous sommes rassurés d'écouter ce discours. Après, on se pose toujours la question, il y a sans doute des contraintes que rencontre votre secteur, d'abord pour aller plus vite, mais surtout plus loin pour accomplir cette stratégie qui est de connecter l'Algérie au reste du monde de manière très intelligente. Cependant, on devrait se poser aussi la question suivante. Qu'attendez-vous, Monsieur le Ministre, de nous, les acteurs, que pouvons-nous apporter justement pour résoudre certaines contraintes? Parce qu'on a tendance à nous recevoir de l'État et non pas l'inverse. Non, écoutez, moi, la formation que j'ai eue dans l'écosystème building, c'est que, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'écosystème building, il est basé sur au moins 5 axes principaux, qui est université, gouvernement, corporate, financement, entrepreneur. C'est ça. Et en fait, l'écosystème start-up ou l'innovation est horizontal, n'est pas vertical, ce n'est pas une pyramide. On est tous au même niveau d'intervention. Moi, le ministère, je le considère autant qu'une start-up, qu'un incubateur, qu'une université. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie dans un écosystème. C'est un maillage. C'est un maillage et on doit tous travailler en bonne intelligence. Maintenant, à ces 5 piliers qui sont connus dans des plus grandes théories ou bien pratiques de l'écosystème building à travers le monde, peuvent être renforcés par les associations, le mouvement syndical, les mouvements associatifs, les compétences à l'étranger et d'autres stakeholders pour que les gens qui nous écoutent ne disent pas nous on n'est pas dans... Non, tout le monde est dans l'écosystème. L'écosystème est très inclusif et il est horizontal. Maintenant, en fait, le travail qu'on doit faire, c'est au quotidien travailler en bonne intelligence. C'est un travail au quotidien. C'est pas attendre que le ministère donne l'instruction pour que les startups ou les incubateurs l'appliquent ou vice-versa. C'est un travail au quotidien entre l'entreprise qui a le souci, la start-up qui peut avoir la technologie, l'université qui a le savoir, le ministère qui peut mettre un cadre incitatif, facilitation, agrément, voilà. Et puis le secteur financier qui est là pour investir de l'argent et gagner de l'argent. Ce n'est pas du soutien.
C'est pas du mécénat. C'est pas du RSE, voilà. C'est investir C'est et du gagner de win-win. l'argent. Aujourd'hui, l'innovation, c'est dans les économies développées, c'est l'activité qui a le plus important, return investment dans l'économie mondiale. Très Et bien. donc, il faudrait qu'aussi nos amis des institutions financières comprennent qu'investir dans l'innovation, c'est risqué, mais c'est très rentable quand ça marche. C'est hyper rentable quand ça marche. Et donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on attend? Et on a toujours travaillé comme ça. Nous, les portes du ministère sont ouvertes à tous les acteurs pour qu'on puisse ensemble s'attaquer aux différents défis que tu as cités ou aux contraintes que vous citez actuellement. C'est-à-dire que l'innovation, partout dans le monde, fait face à des contraintes très, très importantes. Même en Amérique du Nord et en Asie. Effectivement. L'accélération dans l'évolution de la technologie, l'évolution des marchés, la rareté de des compétences humaines qualifiées, donc tout ça, le financement aussi de manière générale. Mais je vous le dis honnêtement, le financement, ce n'est pas le premier des soucis dans l'innovation. Partout dans le monde et même en Algérie. Le marché est un souci. Je l'ai dit au début de l'émission, faire confiance à 2-3 jeunes qui sortent de l'université ou là, qui ont un background universitaire et qui disent que moi, ce problème, je peux le résoudre avec une innovation et pas avec une méthode classique. Et là, lui faire confiance et lui dire, OK, je vous fais confiance, je vous finance ou je vous donne le bon de commande ou je vous donne la base de données pour que vous puissiez... Donc, en fait, le travail doit être en synergie, quotidiennement, en bonne intelligence et oubliant cette pyramide qui est juste une imagination dans la tête de quelques opérateurs. Quelle marque qui trépigne d'impatience? J'ai deux choses. Voilà. La première intervention, je voulais intervenir avant Hind, c'était qu'on a reçu plusieurs comment dirais-je, cadres de l'État, etc., africains, qui ont à 80% étudié en Algérie, dans un événement qui s'est passé l'année passée. Donc c'est un signe, ils ont déjà confiance dans l'écosystème et en Algérie. La deuxième question, c'est que c'est des retours par rapport à des jeunes avec qui j'ai discuté pour l'open data. C'est un sujet, on en parle depuis X temps, c'est-à-dire les jeunes veulent avoir accès à des data et quand ils vont chercher cette data pour trouver éventuellement des solutions c'est extrêmement pour telle ou difficile telle d'y accéder, souvent. et des fois inexistantes. Est-ce que le ministère a une stratégie pour essayer de convaincre ces grosses entreprises à partager ce qui est partageable, bien sûr, qui n'a pas de relation avec les informations personnelles des gens, etc. Conformément à la loi. Conformément à la loi pour les pousser à celui qui veut utiliser cette data pour trouver une solution telle, par exemple les hôpitaux, par exemple, il y a plusieurs solutions que le à ministère développer. supporte comme une espèce de garant, en fait. Intermédiaire carrément pour faciliter. Est-ce qu'il y a un truc dans ce sens? Alors, Et je m'excuse pour la question. C'est des préoccupations que j'ai reçues. La première question, c'est qu'on devrait utiliser tous les atouts que l'Algérie a sur le plan continental pour son propre développement, mais pour le développement du continent. Et j'ai cité tout à l'heure la question des étudiants africains qui font leurs études en Algérie et qui peuvent être d'un apport d'une manière ou d'une autre, soit dans leur pays, soit dans notre pays ou dans notre stratégie africaine. Donc ça, c'est un point très important. Soft power, c'est très important et il faudrait faire bon usage. Et pour le bien du continent et de notre politique africaine. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est que, en fait, aujourd'hui, en marge de la 3e édition de la conférence africaine Startup, le 3e jour, il y a eu, pour la première fois, une conférence de la stratégie algérienne de l'intelligence artificielle, dont nous avons, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on va dire, supervisé le groupe de travail. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la stratégie algérienne de l'intelligence artificielle, il y a la notion de data, il y a la notion d'open data, il y a la notion d'accès à la data. Aujourd'hui, vous avez plusieurs instances qui sont dans la numérisation, dans la sécurité de données, dans l'intégrité de données, dans le Haut Commissariat du numérique. Mais nous allons travailler, encore une fois, en bonne intelligence avec toutes ces institutions pour que des startups puissent avoir accès à des datas. En fait, le plus dur, c'est de comment commencer. Donc, ce n'est pas toutes les datas qui vont être accessibles, mais si on commence avec un use case où la data n'est pas sensible, on peut montrer que nos startups sont capables de faire, et donc on va leur faciliter l'ouverture des portes vers des datas plus sensibles. Donc c'est un peu ça le concept. C'est pas lié. En fait, moi j'ai toujours cru que si on veut faire quelque chose, il faudra toujours mettre en avant un proof of concept, pas une idée. Une idée c'est très bien, mais un proof of concept c'est plus parlant. Donc prendre un cas d'école, faire un proof of concept, montrer que nos startups sont capables
d'apporter une valeur ajoutée significative sur des datas non sensibles va faciliter et va nous, en tant qu'institution, en tant que ministère, défendre le projet nous faciliter le fait de défendre que des startups puissent avoir accès à des datas sensibles et qu'ils peuvent apporter une valeur à l'économie, mais aussi au bien-être du citoyen. Monsieur le ministre, moi j'aimerais que vous nous parliez, s'il vous plaît, des 104 centres de développement d'entrepreneuriat, les fameux CDE, que vous avez mis en place à travers le pays et qui ont d'ores et déjà formé et accompagné quelques 1770 micro-entreprises cette dernière année. En fait, on a noté juste une chose très simple. Les dossiers de demande de label qu'on reçoit de l'université, 50% de ces dossiers sont des dossiers de micro-entreprises. Et donc, on a vu l'engouement de nos jeunes à lancer des entreprises, pas nécessairement dans l'innovation. Et l'économie nationale a besoin de tout. A besoin de business classique, a besoin de start-up, a besoin de multinationales, a besoin de licorne pour avoir un rayonnement international. Et donc, à partir de ce constat, où la moitié des projets aujourd'hui qui viennent de l'université sont dirigés vers des métiers classiques nécessaires pour l'économie du pays, nous avons, en plus des incubateurs universitaires, lancé ce qu'on appelle les CDE, Centres de développement d'entrepreneuriat. Donc c'est des centres qui vont permettre à un étudiant, à partir d'un constat, d'un besoin sur le marché, lancer sa micro-entreprise, se faire financer et puis commencer à produire quelque chose, un service ou un produit qui est nécessaire pour l'économie du pays. Ça va permettre une diversification de l'économie, parce qu'on parle d'une production d'un service ou d'un bien basé sur un savoir ou sur un diplôme universitaire ou sur un besoin du marché. Ça va permettre d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat au sein de l'université algérienne. Aujourd'hui, l'étudiant algérien, avec le fameux double diplôme. Exactement. Aujourd'hui, l'étudiant algérien n'est plus dans une logique d'étudier pour avoir un diplôme et aller prendre un CV, demander un emploi ou partir à l'étranger. Il y a une alternative qui est intéressante, c'est de créer ma propre entreprise, qui peut être une start-up au sein de l'incubateur, comme ça peut être une micro-entreprise au sein du CDE. Et donc, en fait, on a complété uniquement le paysage en disant que toute initiative de création d'entreprise d'étudiants universitaires est prise en charge par notre département, que ce soit dans l'innovation ou dans le business, ce que j'appelle moi le business classique. Maintenant, la question, c'est que, honnêtement, est-ce qu'on a pratiquement toutes les universités qui ont des étudiants qui ont des projets. Et nous, derrière, on a fait baquer ce mécanisme par l'agence de développement d'entrepreneuriat, NESDA, qui derrière... Que vous aviez visité il y a quelques jours. Exactement. Qui va derrière jouer le rôle de financer les projets qui sont économiquement viables. Et j'insiste sur ce point très important. Dans les deux approches, c'est une logique purement économique. Donc, et je lance un appel à nos étudiants. Ayez ce mindset économique. Moi, je crée une entreprise pour gagner de l'argent. Tout à fait. Pour régler un problème de la société, pour produire quelque chose de compétitif. Et donc, les financements de start-up, comme le financement de micro-entreprises, obéissent à une seule règle qui est purement efficacité économique. Très bien. Alors, justement, par rapport à l'entrepreneuriat, donc, est-ce que, monsieur le ministre, on peut compter sur votre ministère, justement, certains entrepreneurs qui ont le cran d'investir dans le secteur de la technologie qui est très coûteux, est-ce qu'on peut proposer certaines solutions à votre ministère et qu'à votre tour, politiquement parlant, vous pouvez exposer cela au niveau de la PN, par exemple, parfois corriger certaines lois, que l'État puisse acquérir certaines solutions purement algériennes, produites en Algérie, notamment quand il s'agit de la protection de la donnée algérienne? Alors, notre département ministériel a toujours été ayant les portes très ouvertes à tout le monde et puis travailler en concertation avec tout l'écosystème de développement de l'économie de la connaissance, de start-up et de micro-entreprises en Algérie. Donc, toute initiative qui peut apporter un plus au pays, moi, je peux le recevoir cet après-midi après cette émission. Donc, maintenant, nous avons cette charge de créer une composante économique qui va, on va dire, graduellement remplacer la composante économique classique basée sur les hydrocarbures en utilisant les compétences locales, nos jeunes étudiants, nos experts technologiques, nos Algériens très bien placés dans les plus grands groupes technologiques à l'international ou dans les plus grandes universités et instituts de recherche. C'est toutes ces compétences qu'on a la responsabilité de mobiliser si on veut réellement parler d'économie de la connaissance et si on veut réellement parler de diversification de l'économie nationale de manière pragmatique, réelle et encore une fois avec une logique économique. J'aimerais bien toujours continuer sur cette relation qu'il y a entre le monde des startups et l'université, la recherche, voilà, la recherche, le développement, etc.
Et pour dire, on a reçu ici dans l'émission beaucoup d'étudiants qui sont incubés au niveau des universités et tout. Mais ce qu'on avait compris, ils avaient quand même une petite frustration. Bon, c'est quelque chose de grand qu'ils aient ces portes ouvertes sur l'entrepreneuriat et tout, mais ils avaient quand même une petite frustration sur des aspects liés qu'ils sont dans un milieu académique et que le milieu du marché leur est un petit peu loin, et justement des fois peut-être vous avez refusé beaucoup de projets au niveau de votre labellisation dû à ce que le projet n'est pas viable, le projet ne correspond pas. C'est une orientation business, voilà, et tout. Et ça manque un petit peu. Bon, c'est ce qu'on a senti. On n'est pas sûr que c'est ça la réalité. Quid de la recherche fondamentale. Voilà. Donc on est dans le deuxième volet de la question aussi. Et bon, c'est une question particulière par rapport au monde de la recherche. Recherche et développement, vous-même, Monsieur le ministre, vous êtes issu d'un centre de recherche vraiment de renom, mais le CDTA. Et je dirais que les projets de recherche et de développement, généralement, on ne les voit pas dans ces projets de start-up. Alors, en fait, les deux questions, il y a une corrélation entre les deux questions. Voilà. Pour la première, en fait, écoutez, pour nous, l'incubateur au sein de l'université ou le CDE, c'est le trait d'union entre le monde académique et le monde du business. Okay. C'est vraiment le trait d'union. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager d'incubateur universitaire ou un manager de CDE, il est censé savoir quelles sont les problématiques du marché, quelles sont les tendances, quels sont les besoins, et refléter ça sur les sujets des étudiants qui viennent lui proposer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'étudiant, il propose un sujet de start-up ou de micro-entreprise, il le fait passer par un comité qui est composé des managers d'incubateurs universitaires ou du CDE. Et donc, en fait, la conception que nous avons, c'est que ces CDE et ces incubateurs sont la porte communicante entre le milieu académique et le milieu économique. Et donc, quand ces incubateurs jouent leur rôle, et nous allons travailler ensemble avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour former ces incubateurs, et bien, ces incubateurs, ils vont minimiser ces cas de frustration où l'étudiant propose un sujet, travaille pendant des mois, et puis derrière, au comité d'organisation, on lui dit « mais ce produit n'a aucune viabilité économique ». C'est chapeauté très souvent par des enseignants qui ne sont pas chefs d'entreprise eux-mêmes, mais qui n'ont aucune expérience entrepreneuriale. Alors, laissez-moi vous dire que moi, en étant président du comité de labellisation, j'ai vu qu'entre la première édition et la deuxième édition des projets qui viennent de l'université, c'est en train de s'améliorer. Parce que la première édition, c'est normal. Les managers d'incubateurs eux-mêmes ont découvert le mécanisme. Et puis, au fur et à mesure, aujourd'hui, il y a plus de projets, il y a plus de maturité, il y a plus de relations avec le marché. Je pense que c'est juste une question de temps. Mais encore une fois, nous allons travailler. Et on a commencé. Pendant l'African Startup Conference, on a organisé un atelier pour 70 incubateurs universitaires où on les a formés sur le marché africain, pas uniquement le marché algérien. Et on continuera avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de former les managers d'incubateurs, les managers de CDE pour qu'ils jouent leur rôle de porte, de trait d'union entre le tissu économique et le monde académique. Pour la deuxième question, en fait, on le constate, la recherche scientifique, le laboratoire universitaire, le centre de recherche regorge de solutions technologiques ou de compétences. Maintenant, moi, je suis partisan pour que le chercheur et l'enseignant puissent lancer son entreprise, même en étant fonctionnaire. Nous allons défendre cette option-là. Il faudra permettre à quelqu'un qui a un knowledge, qui peut créer de la valeur, de le faire avec ses étudiants, avec ses collègues, tout en restant à l'université. C'est-à-dire que cumuler des emplois, pour moi, ce n'est pas très grave devant le fait de créer de la richesse, de résoudre des problèmes technologiques. Donc moi, aujourd'hui, avec mon département et avec mes collègues dans le gouvernement, nous allons défendre le fait qu'un fonctionnaire peut aussi, dans certains cas, avoir une activité lucrative quand il s'agit de création de valeur. Surtout l'innovation. Surtout, on parle de profils universitaires, de chercheurs, de médecins, des compétences dont l'État a déployé un effort monstre dans leur formation. Ils ont une expérience sur le terrain en maîtrisant des technologies ou en ayant des compétences avérées. Et puis aujourd'hui, on doit lui donner l'occasion que ces compétences deviennent des entreprises et commencent à donner des solutions au tissu économique. Et donc, je pense que, encore une fois, si on veut bâtir une économie basée sur la compétence, sur la connaissance, on doit utiliser toutes les compétences. Et je vais aller plus loin, y compris nos compétences à l'étranger. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, dans la base de données des startups en Algérie, 20% des fondateurs de startups ne vivent pas en Algérie. Et c'est une fierté pour nous. Nous allons travailler pour que ce chiffre augmente et arrive au moins à 30%. Je dis ça parce qu'aujourd'hui,
la facilité que le gouvernement met en place pour lancer son entreprise, pour avoir accès au marché, pour accéder à un financement, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une personne présente physiquement en Algérie pour avoir une start-up, une micro-entreprise, participer à un laboratoire de recherche, avoir un business qui fonctionne et qui crée de la valeur et qui résout les problèmes en Algérie. Et éviter la fuite des cerveaux. Et c'est une manière faut pas éviter la fuite, mais c'est une manière de récupérer les cerveaux qui sont déjà là-bas, qui sont déjà bien installés. Au contraire, moi la perception que j'ai, c'est que si vous avez un cerveau quelque part dans la planète qui a une position de force dans une multinationale, dans une institution, eh ben, on peut l'utiliser là où il est. On peut utiliser son réseau, on peut utiliser ses compétences, on peut parfois même utiliser son argent. Parce que tout le monde tous les Algériens sur cette planète veulent à un moment donné faire quelque chose sur le bled. Que ce soit de manière lucrative ou non lucrative, technologique, scientifique, artistique, sportive, tout le monde veut contribuer. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est possible de contribuer même là où vous êtes. Et nous allons mettre tous les mécanismes possibles pour contribuer. Je peux donner l'exemple aussi de le fonctionnement aujourd'hui du ministère. Il n'y a aucun process qui se fait avec du papier. Tout se fait de manière digitale. Et donc, on n'a pas besoin de vous déplacer au ministère pour lancer une start-up, pour demander un financement, pour la carte d'entrepreneur. Oui. Donc, ça, c'est l'un des moyens qui va faire que nos compétences à l'étranger peuvent être mobilisées, peuvent être utilisées pour le bien du pays, sans réellement les déplacer physiquement. Karim Bark, il nous reste à peu près 10 minutes d'émission. D'ailleurs, ce que je dis toujours, un écosystème efficace, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Moi, j'ai reçu une question, un jeune qui m'a posé. C'est un jeune inventeur. À chaque fois, il imagine des trucs, il invente des choses à qui on pense pas, nous, qui sont innovantes, etc. Il m'a posé la question, il me dit, est-ce que le ministère peut m'ouvrir les portes pour que je vienne présenter mes inventions? Elles sont des fois basiques et des fois évoluées, avec peu de moyens, etc. Est-ce que pitcher face au ministre, c'est possible? Oui, c'est plus que possible. Pendant African Startup Conference, j'ai entendu des dizaines de pitchs de jeunes étudiants parce que les étudiants, quand ils viennent, ou les jeunes innovateurs ou étudiants, quand ils viennent à des événements type African Startup Conference, ils voient que c'est possible de faire en Algérie. Parce qu'ils voient des jeunes comme eux qui ont aujourd'hui un business qui tourne, qui ont des employés, qui créent de la valeur. Ça a été le cas parce que dans l'exposition cette année, où on a eu plus de 100 startups algériennes qui ont exposé et quelques centaines de startups africaines. Donc ces jeunes étudiants, quand ils arrivent à un événement de cette taille, ils voient de leurs propres yeux que c'est faisable. Maintenant, pitcher une idée innovante, c'est toujours possible. Et encore une fois, je le dis, les portes du ministère sont ouvertes. Et encore mieux, s'il est d'une autre wilaya, on peut même le faire à distance. Ouais. Donc c'est très faisable. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a digitalisé le process pour donner accès à tout le monde. L'Algérie, c'est le plus grand pays africain et nos jeunes peuvent être sur n'importe quelle partie de ce pays. Donc, de n'importe quel endroit, on peut envoyer son projet, www.startup.dz, www.cde.dz. Les deux, mais encore une fois, on peut aussi recevoir les gens. Parce que dans certains projets, on a besoin du contact direct. Voilà. Dans certains projets, c'est des données, parfois c'est des sujets sensibles. Parfois, les personnes ont besoin d'un contact direct pour mieux s'exprimer, pour montrer. Et donc, encore une fois, les portes du ministère sont grandes ouvertes. J'espère qu'ils nous écoutent. Merci. Monsieur le ministre, vous parlez d'un objectif et j'aimerais bien avoir une lecture sur un chiffre. Vous parlez donc d'un goal, à savoir atteindre les 20 000 startups d'ici quelques temps. C'est un chiffre, comment on peut le lire aujourd'hui? Suffisant, insuffisant, énorme? On peut l'atteindre. Quels sont les défis de 2025, 2026, etc. Alors, j'aime pas parler des chiffres, parce que cette question, elle m'oblige. Alors, aujourd'hui, l'écosystème algérien contient dans les 9000 startups. Et M. le Président de la République nous a envoyé des orientations claires et précises d'atteindre les 20 000 dans le deuxième mandat. Donc, nous devons doubler les efforts pour doubler le nombre de startups et un peu plus, afin d'atteindre les 20 000 startups d'ici 2029. Maintenant, ça me ramène à ce qu'on a discuté tout à l'heure par rapport à la question de Hatem, qui est, encore une fois, travailler en bonne intelligence pour mobiliser toutes les compétences. 20 000 startups, c'est atteignable, mais on doit mobiliser notre communauté étrangère. On doit donner la chance à des fonctionnaires de lancer l'entreprise. On doit améliorer le process de lancement d'entreprise, de start-up à partir de l'université. On doit renforcer les startups existantes pour qu'elles deviennent des champions
africain ou mondial et qui à servent leur tour drainent d'autres d'exemple startups. pour le start-up et qu'elle draine des fonds d'investissement étrangers en Algérie. Donc en fait, nous allons mettre toute une stratégie qu'on va présenter au mois de janvier 2025, Inch'Allah, qui va, on va dire, montrer les grands axes pour comment atteindre les 20 000 startups. Mais je reste confiant. À la vitesse où nous allons actuellement, c'est atteignable, mais moi, ma mission dans ce département, c'est d'accélérer cette vitesse-là. Parce qu'en fait, l'écosystème startup, c'est comme une startup. C'est qu'il commence initialement de manière timide, il avance de manière linéaire, et à un moment donné, Il explose. il épouse une courbe exponentielle. Et donc moi, aujourd'hui, si je résume ma mission dans ce département, c'est d'atteindre cette courbe exponentielle, du moins pour l'écosystème startup. Merci. Hatem Hosseini, puis Karim Barak pour la dernière question de l'émission. Rapidement, justement, par rapport à cette stratégie que vous voulez mettre en place, l'aspect évaluation. Évaluation de ce nombre, de l'impact. C'est-à-dire, ce serait bien d'en avoir 20 000, mais que les 20 000 Voilà. soient viables, solvables, etc. C'est une question qui n'arrête pas de se poser avec les invités qu'on a fait. J'aimerais bien savoir votre vision par rapport à ça. Comment vous allez aborder cette question d'évaluer et pour un petit peu même aussi corriger des fois les politiques, etc. hein. C'est comme ça qu'on peut atteindre ce chiffre-là. Alors, quand on parle de startup, en fait, vous avez une certaine dualité dans les chiffres. D'un côté, vous avez besoin d'avoir une quantité minimale, une masse critique. Et de l'autre côté, quelques champions peuvent faire que votre écosystème soit de rang mondial. Donc, en fait, il faudra faire la part des choses. Comme je l'ai dit, sur le premier aspect, nous devons travailler intelligemment pour mobiliser le maximum de compétences. On parle d'économie du savoir. On parle de compétences. C'est la matière grise, c'est l'être humain qui est le point de départ de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, travaillons intelligemment pour mobiliser le maximum de compétences, leur expertise, leur knowledge, pour qu'ils puissent transformer ça en richesse et en entreprise. Et ça, c'est l'effet de masse. Derrière, améliorer la visibilité à l'international, choisir les champions, améliorer le rôle de l'accélérateur Algeria Venture, améliorer le rôle des incubateurs pour que les meilleurs soient mis en avant, soient propulsés à la scène internationale et pouvoir en faire des futures locomotives pour la masse critique. Donc en fait, cette dualité, qui n'est pas facile sur le terrain, mais nous sommes conscients par rapport à ça. On sait qu'on doit avoir les 20 000, mais ces 20 000-là sont conditionnés par avoir, la première question qui a été posée dans cette émission, quelques licornes qui vont faire que les investisseurs étrangers vont s'intéresser, que les jeunes y croient, qu'aujourd'hui, moi je suis jeune, je démarre ma start-up, mais demain, je peux être un Yassir. Et je peux être valorisé à plus d'1 milliard de dollars sur le marché mondial. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. Mais nous travaillons sur les deux flancs en même temps, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est pour ça que dans cette émission, j'ai dit, moi je n'aime pas les chiffres dans le sens, c'est pas les chiffres qui vont faire que notre écosystème va être le meilleur au monde. Mais on a besoin d'une masse critique. Et le chiffre de 20 000 est très pertinent. Avoir doublé le nombre de startups d'ici 2029 va nous permettre de quadrupler le nombre de licornes. Parce que la courbe n'est pas linéaire, elle est encore une fois exponentielle. Karim Barak pour le mot de la fin. Justement, par rapport aux chiffres, par rapport au nombre de startups qu'il faut doubler ou tripler, généralement, quand on parle d'innovation, quand on parle de start-up et surtout de licorne, c'est que la start-up, généralement, elle lance un produit qui n'est pas, il n'y a pas de loi, c'est pas encore encadré. Est-ce que le ministère pense à créer un genre de couloir vert pour laisser travailler ces startups, par exemple, notamment dans les drones, la blockchain, les trucs qui sont pas encore bien cadrés, de créer sur une zone franche où ils peuvent développer après en attendant que le cadre législatif se mette en place. Voilà, pour qu'ils ne perdent pas de temps, parce que j'ai rencontré des gens qui sont assis à attendre que la loi change, etc. Je ne sais pas si c'est... Très pertinent. Alors, écoutez, on a parlé jusqu'à maintenant de start-up, de micro-entreprise. Mais en fait, l'umbrella, c'est-à-dire le parapluie de tout ça, c'est l'économie de la connaissance. Nous sommes en train de travailler pour mettre un cadre, une loi qui va encadrer l'économie de la connaissance. Et en parlant d'économie de la connaissance, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la recherche-développement en entreprise. Aujourd'hui, on fait de la recherche-développement à l'université, au centre de recherche, mais il faut savoir que la recherche-développement partout dans le monde, les dépenses en R&D corporate sont au minimum le double des dépenses de recherche-développement fondamentale. Donc on parle de recherche-développement
en entreprise, on parle de transfert de technologie. Et là où on va parler des nouvelles technologies qui arrivent, comment les transférer et comment on va pouvoir rapidement les utiliser. On parle de propriété intellectuelle, c'est l'un des piliers de l'économie de la connaissance. On doit donner la valeur du IP réel, que ce soit la valeur financière, que ce soit aussi la valeur on va dire, immatérielle sur le plan éthique. L'éthique est très important quand on parle de nouvelles technologies. On doit parler d'économie numérique, on doit parler de financement innovant. L'innovation ne se finance pas avec un financement classique. Il faut un financement innovant. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le projet de loi sur l'économie de la connaissance, on a prévu ce qu'on appelle les sandbox. Les sandbox, c'est des espaces ou des frameworks où on peut utiliser des technologies qui ne sont pas encore légiférées. Et donc, c'est dans le cadre de la loi sur l'économie de la connaissance où il est prévu des mécanismes, des situations géographiques ou des frameworks, ça peut être même des frameworks parfois logiciels, de l'open data ou des choses comme ça, où on peut tester, où une entreprise algérienne, start-up ou micro-entreprise, peut tester une technologie dont la législation n'est pas encore prise en charge ou il est en cours de réalisation. Et donc, en avant-première, la loi sur l'économie de la connaissance va apporter la réponse à cette question qui est sandbox, mais pas uniquement. Elle va essayer d'apporter la réponse à tous les aspects qui sont liés à l'économie de la connaissance. Je me répète, la recherche-développement en entreprise, le transfert de technologie, la propriété intellectuelle, les compétences, l'économie numérique, le financement d'innovation et la gouvernance. Très bien. Donc on a l'éthique et la gouvernance. Ouais. On a un effort très important à apporter en matière de gouvernance parce qu'une économie basée sur le savoir, elle obéit à des logiques différentes. Elle a des logiques où le facteur humain, c'est la vraie ressource et la matière première pour une économie basée sur les connaissances. Donc ça, c'est un peu en avant-première les grands axes qui vont venir, Inch'Allah, en début 2025, dans le cadre de la loi sur l'économie de la connaissance. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir honoré de votre présence pour cette dernière émission de l'année. Merci beaucoup à ma fine équipe de chroniqueurs de m'avoir accompagné depuis le mois de septembre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à la semaine prochaine.